Selon l'individu qui parle, il y a une relation entre les vaisseaux extraterrestres et l'évolution de l'humanité. Il explique que les énergies extraterrestres se rencontrent et se mêlent à toutes les autres énergies dans l'univers, créant ainsi des êtres conscients comme les humains. Cependant, il souligne que l'homme a une perception limitée de lui-même, se considérant séparé de l'univers alors qu'il en fait part intégrante. Les contacts avec les extraterrestres peuvent être perçus comme des influences régulières provenant de ces énergies. Il explique également que les 12 vaisseaux extraterrestres sont responsables de la création des races humaines, mais que la création est un processus complexe impliquant la réaction interne des super-univers et l'émission d'univers. Il mentionne également l'agglomération de galaxies autour d'un centre source, qui est bien plus grand que notre univers. Enfin, il évoque la fusion de différentes dimensions lors du Big Bang pour créer le temps et l'espace, ainsi que d'autres dimensions qui existent dans d'autres univers. Dans cet extrait, il est abordé le concept d'univers et de dimensions multiples. Il est mentionné qu'un centre source hypergalactique existe, autour duquel gravitent les galaxies. L'expansion de l'univers est évoquée, ainsi que l'énergie et la supra-énergie, qui est la base de la création des dimensions. La supra-énergie a la capacité de communication et engendre le dragon, qui possède une omniprésence. Les phénomènes extraterrestres sont ensuite abordés, notamment la communication entre les soleils à l'intérieur d'un système galactique. Notre galaxie est décrite comme ayant un noyau et des bras, et nous sommes situés sur un de ces bras. Nous recevons des informations venant du centre de la galaxie, ainsi que du Soleil et d'autres soleils dans la galaxie. Il est également mentionné un rayonnement fossile qui est présent partout dans l'univers et qui peut être capté par l'être humain, notamment s'il a un double éthérique, une sorte de satellite permettant d'avoir une vision plus réelle de l'univers. Finalement, des observations sur les étoiles et la Lune sont mentionnées, notamment leur scintillement et leurs variations de taille et de couleur. L'atmosphère crée des perturbations de couleur, mais lorsque la NASA place un télescope en orbite, il risque d'avoir une vision non colorée par le contexte planétaire. Cela permettrait une conscience plus globale et une vision galactique. L'humanité évolue progressivement vers des contacts avec d'autres structures universelles et super-universelles. L'intervention extraterrestre et les faisceaux extraterrestres font partie de cette mécanique. La lumière blanche est composée de faisceaux de différentes couleurs, mais c'est une ambiance. L'humain évolue également en se connectant à différents faisceaux au fil du temps. Pour bénéficier d'un véritable contact avec les faisceaux extraterrestres, il faut simplement être soi-même et faire ce que l'on sait devoir faire. L'ego cherche souvent à se médiocriser et à chercher davantage, mais pour évoluer réellement, il faut embrasser toutes les parties de soi sans laisser l'ego nous contrôler. L'ego contient l'énergie nécessaire à la création du double éthérique. Il est composé de différentes formes, mais tout ensemble, elles forment le casse-tête de l'ego. Chaque morceau est important pour créer une carte qui révèle l'énergie de l'intelligence. Il est important de ne pas être trompé par l'illusion de l'ego. Certains choisissent de l'ignorer, mais ceux qui se conscientisent réalisent qu'il faut travailler avec toutes les parties de soi pour évoluer. Dans ce texte, l'auteur exprime sa préférence pour travailler avec l'illusion qui l'amène là où il veut aller, plutôt que de se laisser submerger par la souffrance. Il souligne que beaucoup de gens sont d'accord sur l'importance de l'évolution personnelle, mais ne l'appliquent pas dans leur vie quotidienne. Il critique également l'ego qui se nourrit de se vanter de son pouvoir, alors qu'il faudrait le laisser de côté et agir. L'auteur explique que l'évolution se produit là où l'ego ne peut pas voir et que cela améliore l'ego lui-même. Il utilise une métaphore pour illustrer que l'évolution nécessite du temps et du travail, mais qu'il est nécessaire d'éviter de s'engouffrer dans l'esserrement constant. Il encourage les gens à se débarrasser de ce qui les détruit et à utiliser les opportunités qui leur sont offertes. Il constate que certains commencent à le faire, mais que la majorité ne le fait pas. L'intelligence, c'est utiliser notre capacité à écrire, inventer, parler. Cela ne signifie pas nécessairement être un bon orateur. Certaines personnes peuvent se sentir frustrées lorsqu'elles ne sont pas sollicitées, mais il est important d'avoir une énergie qui correspond à la situation. L'auteur explique qu'il ne peut pas travailler comme une personne normale, car cela l'empêcherait d'utiliser pleinement les structures liées à son activité. Parfois, certaines personnes sont reportées car elles ont des leçons à apprendre dans leur vie actuelle. L'auteur souligne qu'il ne faut pas placer des personnes en fonction de leur ego, mais plutôt en fonction de leur évolution spirituelle. Il mentionne également que certains individus présents dans la salle sont des initiables qui évoluent constamment. L'évolution se fait 24 heures sur 24,
et chaque situation de la vie nous pousse à réfléchir et à nous ajuster mentalement. La personne décrite dans le texte est une personne qui est constamment en train d'évoluer et de se transformer. Elle est passionnée par la philosophie et est continuellement en train de remettre en question les idées et les concepts existants. Certaines personnes sont prêtes à travailler avec elle, mais elles sont encore loin de comprendre son niveau de compréhension. L'auteur compare cette personne à François d'Assise, qui a été confronté au pape et a été soutenu par lui. Malgré les différences de vision. L'auteur souligne également que le changement et l'évolution ne doivent pas être vus comme une modification physique, mais plutôt comme un changement d'énergie et de perception. Il explique que les individus évoluent à différents niveaux et que cela ne signifie pas qu'ils doivent nécessairement abandonner certains aspects de leur existence. Finalement, l'auteur souligne qu'il faut se concentrer sur l'énergie contenue dans la forme plutôt que de défendre la forme elle-même. L'idée principale de cette partie est que l'évolution de l'être humain ne dépend pas de sa forme physique, mais de son rayonnement énergétique. L'individu évolué est beau énergétiquement, peu importe son apparence physique. L'accent est mis sur la nécessité de se concentrer sur le contenu plutôt que sur le contenant, c'est-à-dire sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur. L'amélioration de l'onde de forme, qui rayonne de l'individu, est essentielle pour évoluer, mais cela ne doit pas se limiter à l'amélioration de la forme physique. L'évolution est un processus global et complexe qui ne peut pas être simplifié par des techniques ou des changements superficiels. L'individu doit se centrer sur lui-même et utiliser sa propre intuition pour déterminer ce qui lui convient, au lieu de se concentrer sur des aspects extérieurs tels que les couleurs des vêtements. L'évolution personnelle ne peut être obtenue que par l'apprentissage et la découverte de soi, et non pas par la recherche de réponses ou de solutions externes. La forme n'est pas aussi importante que le contenu lorsqu'il s'agit d'améliorer soi-même. Il est inutile de mettre des lettres sur un verre pour qu'il devienne chaud. La véritable chaleur vient de l'intérieur. De même, il est essentiel de se concentrer sur notre énergie intérieure plutôt que de se préoccuper de l'apparence extérieure. Les religions servent de réceptacle d'énergie, mais on peut s'en passer. Tout dépend des individus. S'attacher uniquement à la forme est une perte de temps. Un exemple est donné avec un groupe de chefs où l'appartenance importe peu pour l'évolution personnelle. Ce qui compte, c'est la capacité d'apprendre rapidement et de transformer l'information en énergie. L'évolution doit se faire à l'intérieur et non pas à travers la forme. Il est donc important de ne pas être obsédé par les mots et de se concentrer sur leur signification. Finalement, les mécanismes tels que l'énergie supramentale ou le contact séraphique sont réels mais ne doivent pas être limités par la forme. Dans ce monologue, l'auteur parle de l'automobile et de la fascination des gens pour cet objet. Il explique qu'il n'attache pas d'importance à sa voiture et qu'il n'est pas affecté par sa détérioration. Il mentionne également le temps perdu à entretenir des objets comme les premiers systèmes de son avec des disques en plastique, qui demandent beaucoup de soins et de travail. Il souligne l'importance de ne pas dépenser plus d'énergie pour entretenir quelque chose que ce que cela peut nous apporter. Il conclut en disant que, tant que l'humain est limité par le temps, il devra utiliser les concepts et les formes physiques pour maintenir de l'énergie, et qu'il est donc nécessaire d'inventer des mots et des concepts pour communiquer et créer des idées. Il est important de se détacher de l'émotivité de la forme, car cela nous empêche de comprendre l'essence des choses. Lorsqu'on prie Dieu, on place de l'énergie dans le monde de la mort, ce qui est très utile à condition de ne pas être attaché à la forme. La forme n'existe que parce qu'il y a besoin d'y mettre quelque chose à l'intérieur. Ainsi, une forme ne voudra jamais se détruire d'elle-même. Par conséquent, l'idée du concept doit être une énergie qui circule instantanément et peut être oubliée. Cela permet à une personne suffisamment évoluée d'avoir la capacité de parler sans craindre d'être jugée. Lors de réunions, on discute de tout et n'importe quoi afin de purger les concepts de leur énergie. Cependant, cela ne signifie pas que l'on pense réellement ces choses. Les concepts sont simplement des extracteurs d'énergie. Par exemple, lorsqu'on parle de la supériorité ou de l'infériorité de la femme dans l'évolution, cela ne signifie pas qu'on y croit réellement. L'objectif est de libérer l'énergie en communiquant et en créant de nouveaux concepts. Il est crucial de ne pas retenir ces discussions contre les personnes concernées. C'est ainsi que l'on extrait l'énergie. À la fin des discussions, on ne crée pas de nouveaux concepts, mais on a démoli des conceptions de supériorité ou d'infériorité. L'important est que l'énergie libérée n'a plus besoin de prendre une forme astrale, mais prend une forme plus énergétique.
Cela permet de renforcer notre évolution et notre énergie sans être restreint par des concepts. L'idée principale exprimée dans ce texte est que les préjugés basés sur la race et les critiques envers certaines religions sont absurdes. Et lorsqu'on rencontre une personne de ces religions, on se rend compte qu'on n'a rien contre elle. L'auteur explique que les préjugés et les critiques sont limités par la forme et que pour évoluer, il faut être capable de se détacher de la forme. Il mentionne également l'importance de l'énergiopathie et de ne pas se laisser influencer par les apparences. L'auteur donne l'exemple d'une personne qui ne peut pas contrôler un cheval puissant en raison de la forme de ses bras, mais qui peut finalement trouver une solution en utilisant sa tête. Il conclut en expliquant que de nombreuses personnes restent bloquées dans la forme et qu'il faut se libérer de ses limites pour évoluer. Le narrateur exprime l'importance de l'évolution personnelle et la nécessité de s'adapter à différentes situations. Il évoque le fait que certaines personnes ont du mal à appliquer ce qu'elles apprennent et restent des élèves ou des disciples, ce qui peut être frustrant pour leur ego. Il souligne également l'importance de l'adaptation et de l'utilisation de l'intelligence pour trouver des solutions, même si elles ne semblent pas respecter les règles établies. En conclusion, le narrateur encourage l'innovation et l'adaptation pour une évolution personnelle plus satisfaisante.